Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happy Visio pour cette nouvelle visioconférence en direct. Aujourd'hui, nous allons parler du cumul emploi-retraite pour les professions libérales, maîtriser les règles, sécuriser avenir. Une visioconférence qui est proposée par l'AMMJ en partenariat avec la CNBF, la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité qui vous propose cette visioconférence en partenariat avec la CNBF. Et je vous propose de découvrir en quelques chiffres l'AMMJ qui, en quelques mots d'introduction pour la situer, a accompagné pendant plus de 80 ans les agents du ministère de la Justice dans leur protection santé et prévoyance. Et aujourd'hui, la MMJ elle a élargi son champ d'action au-delà de son public historique avec des offres destinées à un ensemble plus large de professionnels engagés au service de l'intérêt général, des avocats et commissaires de justice exerçant en libéral, mais aussi le personnel de sécurité ou encore les agents publics territoriaux. Et c'est dans ce cadre qu'elle organise cette rencontre aujourd'hui afin de partager des informations claires et pratiques sur un sujet qui concerne de nombreux professionnels, le cumul emploi-retraite. La MMJ, en quelques chiffres que vous avez devant votre écran, c'est 66 000 adhérents, 103 000 personnes protégées, plus de 1000 agents sensibilisés en prévention en 2023, 69 millions de prestations en santé versées en 2023. C'est également 3 000 bénéficiaires de l'accompagnement social chaque année. Et en 2023, c'était 635 demandes d'allocation d'entraide qui ont été déposées. Comme je vous le disais il y a quelques instants, nous aurons deux invités de marque avec nous dans cette salle de visioconférence qui nous rejoindront dans quelques secondes. La première de ces intervenantes, eh bien, ce sera Élise Debiès, maître Élise Debiès qui est avec nous aujourd'hui. Elle est avocate au barreau de Paris, ancienne directrice de l'Institut des hautes études de protection sociale, également experte en protection sociale, protection des données numériques et intelligence artificielle. Elle est chargée de cours droit des données de santé et de protection sociale au sein du Master 2 droit des données et des gouvernements ouverts de la Sorbonne, ainsi qu'à Télécom Paris Tech. Au cours de sa carrière dans l'administration française qu'elle a démarré en 2003 à l'Agence pour le développement de l'administration électronique, Élise a accompagné sa transformation numérique du service public, puis en particulier de la protection sociale, en rejoignant le ministère de la Santé en 2008. En tant qu'avocate, elle accompagne l'innovation au service d'une citoyenneté solidaire avec un fort ancrage européen. Et nous accueillons également ce soir Monsieur Gilles Notte, ancien directeur de la, directeur bien actuel de la CNBF depuis 2012 et docteur en droit, également chargé d'enseignement à l'école de droit de la Sorbonne. Nous allons tout de suite pouvoir accueillir nos invités qui sont avec nous. N'hésitez pas à activer votre caméra et votre micro afin de nous rejoindre en direct dans cette salle de visioconférence. Maître Debiès, Monsieur Notte, bonsoir, bienvenue à vous dans cette salle en direct. Bonsoir, merci à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Bonsoir. Merci à vous de nous faire l'honneur de votre présence. Monsieur Notte, je vais commencer par vous et vous laisser peut-être nous présenter un petit peu en quelques mots les activités de la CNBF, si vous voulez bien. Oui, la Caisse nationale des barreaux français, la CNBF, est l'organe administratif qui gère les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire des avocats, qui sont deux régimes obligatoires pour tous les avocats inscrits à un barreau français. La CNBF gère également un régime d'invalidité d'essai ainsi qu'un fonds d'action sociale. Donc c'est une institution dont le siège est à Paris et qui couvre les quasiment aujourd'hui 78 000 avocats français, enfin qui exercent en France et qui versent un peu plus de 21 000 pensions. C'est une petite structure de 80 salariés à la tête de laquelle, eh bien, j'œuvre avec ces élus dans tous les barreaux tous les 6 ans et qui constituent l'Assemblée générale de la CNBF, au sein de laquelle est élu un conseil d'administration et qui gère et qui pilote les régimes que je viens de citer. C'est parfait. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Merci pour votre présence. Merci, Maître Debiès, d'être avec nous également. On va vous laisser la parole, bien sûr, au fur et à mesure de cette visioconférence. Je souhaite vous présenter en premier temps l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, nous évoquerons ensemble les apports de l'interaction à travers le chat. Donc ça, c'est tout ce que vous allez pouvoir nous produire comme question tout au long de cette visioconférence et également répondre aux sondages dans quelques instants qui apparaîtront sur vos écrans. Donc ça, on le verra directement dans quelques instants. Il y aura également un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation pour pouvoir relayer les questions que vous aurez transmises dans le chat. Je vais tout de suite vous relaisser la main, Monsieur Notte, pour la présentation de cette première partie. À tout à l'heure.
Alors, Monsieur Gilles Notte, vous êtes directeur de la Caisse nationale des barreaux français. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le cumul emploi-retraite pour un avocat? Alors, le cumul emploi-retraite pour un avocat, comme pour l'ensemble d'ailleurs des professionnels libéraux ou même salariés, consiste soit à maintenir son activité professionnelle tout en ayant fait liquider ses droits à pension, ou bien pour un pensionné de revenir au barreau pour reprendre une activité professionnelle. C'est donc les deux situations dans lesquelles on va se situer face au corps de règles que je vais exposer aujourd'hui. Le cumul emploi-retraite, du moins au sens où nous l'entendons dans le cadre de ce webinaire, ne concernera pas les avocats qui quittent la profession, qui font liquider leur retraite CNBF et qui vont exercer une autre profession relevant d'autres régimes de retraite en France ou à l'étranger. Il ne concernera pas non plus le cumul emploi-retraite, puisque le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, puisque la retraite progressive dépend d'un corps de règles très différent que j'évoquerai rapidement en fin de webinaire, même si c'est un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut considérer comme étant le cumul emploi-retraite pour un avocat au regard de son régime de retraite CNBF. On va donc rappeler d'abord les quelques fondamentaux sur les régimes de retraite des avocats, ensuite définir les conditions d'accès au cumul emploi-retraite, insister sur les points de difficulté que nous rencontrons, dans lesquels nous accompagnons ou tentons d'accompagner les avocats qui ont fait la démarche du cumul emploi-retraite, et enfin évoquer, comme je viens de le dire, quelques règles de la retraite progressive telle que nous l'appliquons à la CNBF. Quelques éléments de contexte, c'est essentiellement qu'aujourd'hui, presque une demande de retraite sur deux est présentée dans le cadre du cumul emploi-retraite, ce qui est un nombre assez important. Il faut savoir que ce dispositif existe depuis 2009, qu'auparavant, il n'était pas possible de bénéficier de sa retraite CNBF tout en poursuivant ou en reprenant son activité. La seule exception qui existait était réservée aux avocats qui justifiaient de 60 années de barreau. Autant vous dire que ça concernait, même si à l'époque les carrières étaient plus importantes, ça concernait très peu de personnes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le cumul emploi-retraite représente donc, comme je viens de le dire, un dossier sur deux quasiment, mais pour une durée en moyenne limitée entre 4 et 5 ans. La moyenne de durée du dispositif est, c'est cela, oui, entre 4 et 5 ans, et concerne essentiellement des avocats qui vont ralentir leur activité, voire pour certains d'entre eux passer la main, présenter leur clientèle et cesser totalement leur activité. Même si, s'agissant d'une moyenne, évidemment, elle ne masque pas le fait que les durées sont parfois beaucoup plus courtes ou beaucoup plus longues selon les capacités de l'avocat et son souhait à rester au barreau autant qu'il le peut au regard de ses clients ou de ses associés. Un dispositif de transition, donc. C'est cela, oui, un dispositif de transition. Alors peut-être, oui, on passe au sondage. Effectivement, un premier sondage est devant votre écran afin de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre réflexion sur le cumul emploi-retraite. Donc, n'hésitez pas à pouvoir nous faire un petit peu votre retour. Est-ce que peut-être vous n'êtes pas encore concerné, mais vous informez peut-être par anticipation au cours de cette visioconférence? Est-ce que vous envisagez déjà de partir à la retraite et ne souhaitez plus poursuivre une activité et souhaitiez, excusez-moi, poursuivre en parallèle une activité? Est-ce que vous êtes déjà en cumul emploi-retraite ou bien est-ce que vous ne savez pas encore si cette option est adaptée pour vous? Alors, n'hésitez pas à pouvoir vous manifester en répondant à ce sondage, en cliquant sur la réponse qui vous concerne. C'est parfaitement anonyme, ne vous inquiétez pas. Ni moi, ni Maître de Biesse, ni Monsieur Note ne voyons qui répond quoi à n'importe quel sondage au cours de cette visioconférence. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et à cliquer, je vous le rappelle, sur le petit bouton vert envoyé en bas de la page.
On a déjà une majorité de réponses qui semblent se définir par des personnes qui ne sont pas encore concernées, mais qui s'informent par anticipation. Donc, merci à vous, dans tous les cas, d'être présents dans cette salle de visioconférence. Je vous rassure, vous êtes au bon endroit pour avoir toutes les informations sur le cumul emploi-retraite. Et ensuite, l'autre majorité, eh bien, ça semble être un petit peu ex aequo entre des personnes qui envisagent de partir à la retraite tout en souhaitant poursuivre une activité, mais d'autres personnes qui ne savent pas encore si c'est adapté pour elles. Bon, c'est à 18% à égalité sur ces deux réponses-là, 26% pour des personnes qui ne sont pas encore concernées et qui anticipent, et on a une minorité de personnes, mais qui sont bien présentes dans cette salle, qui sont déjà en cumul emploi-retraite. Donc merci à toutes et à tous de vous être manifestés sur ce sondage. On va désormais pouvoir le clôturer. On va retourner sur le document de présentation et je vais vous laisser la main pour continuer la partie suivante. Donc, j'ai déjà expliqué que la CNBF gère 3 régimes obligatoires, outre un fonds d'action sociale. Donc, ce qui signifie que le cumul emploi-retraite, comme son nom l'indique, implique de rester inscrit au barreau, bien évidemment, et par conséquent, de remplir les mêmes obligations que tout avocat inscrit. Un principe d'égalité entre cotisants qui fait que, quelle que soit la situation au regard de la retraite, eh bien, la poursuite de l'activité oblige à rester affilié et à cotiser au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime d'invalidité décès. Alors, une précision importante pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas dans la profession d'avocat, c'est que le cumul emploi-retraite pour les avocats est attribué sans condition de ressources. C'est ce que l'on appelle un cumul déplafonné. On ne va pas rechercher quel est le montant du revenu de l'avocat qui, cumulé avec le montant de sa retraite, atteindrait ou dépasserait un plafond de ressources. Non, ça c'est le cumul plafonné tel qu'il existe pour d'autres professions, et en principe pour l'ensemble des professions libérales non avocats, c'est le cas pour les médecins, c'est le cas pour les autres professionnels du droit qui relèvent de la CAVOM ou de la caisse des notaires, sous réserve évidemment pour les notaires, comme vous le savez peut-être, de la limite d'âge. En tout cas, pour les avocats, il n'y a pas de limitation de durée et il n'y a pas de condition de ressources. En contrepartie, certaines conditions sont, je dirais, plus importantes pour le cumul déplafonné. Donc, le bénéfice du cumul emploi-retraite est soumis à plusieurs conditions. Alors, précisément, on a planté le décor avec ces principes généraux. Pouvez-vous maintenant nous dire plus dans le détail quand et à quelles conditions un avocat peut prétendre à ce cumul emploi-retraite? Alors d'abord, il faut qu'il ait atteint l'âge ce qu'on appelle vulgairement l'âge de la retraite, c'est-à-dire l'âge à compter duquel il est autorisé à faire liquider ses droits à retraite. Vous savez que cet âge est fixé en fonction de l'année de naissance et que, à partir des personnes nées en 1968, eh bien, cet âge est fixé à 64 ans. Mais il faut en plus, ce qui n'est pas une condition de liquidation dans le droit commun de la retraite, hors cumul, il faut en plus justifier d'une durée minimum d'assurance tout régime de retraite confondu. Et là, cette durée minimum, elle est déterminée également en fonction de l'année de naissance. C'est le Code de la sécurité sociale qui fixe ces règles, lesquelles règles, comme vous le savez sans doute, ont évolué en dernier lieu avec la loi du 14 avril 2023. Donc, il faut avoir atteint l'âge minimum, avoir une durée d'assurance minimum qui est décomptée tout régime confondu, ce qui veut dire qu'on va tenir compte, pour examiner si la durée d'assurance requise est atteinte, de toutes les périodes validées, cotisées, assimilées par tout régime de retraite auquel on a pu cotiser durant sa carrière. On a été salarié, on a été fonctionnaire, on a exercé dans un autre pays de l'Union européenne. Toutes ces périodes mises bout à bout doivent permettre de décompter une durée d'assurance qui doit atteindre un nombre minimum de trimestres, auquel cas, effectivement, on devient éligible au cumul emploi-retraite. À ce titre, il faut préciser deux choses importantes. La première, c'est qu'il existe toujours dans la législation sur les retraites un principe que l'on appelle de cristallisation, c'est-à-dire que dès lors que l'on fait liquider une pension
dans n'importe quel régime de retraite, on ne peut plus acquérir de droits dans aucun autre régime, quand bien même y continuerions-nous de cotiser. Ça, c'est important. Ensuite, par rapport au cumul emploi-retraite, le fait de faire liquider sa pension CNBF, comme je viens de le dire il y a quelques instants, maintient l'obligation de cotisation. Ça, c'est évidemment fondamental. Laquelle obligation, depuis la loi de 2023, va tout de même ouvrir de nouveaux droits au titre du seul régime de retraite de base. Les cotisations en retraite complémentaire, qui sont, elles, proportionnelles aux revenus, ne permettront pas d'acquérir de nouveaux droits. Ouais. L'avantage, quand même, c'est qu'avant, on cotisait, on va dire, à fonds perdu, alors que maintenant, ces cotisations donnent lieu à une nouvelle liquidation de retraite. Oui, alors, quand on dit cotiser à fonds perdu, c'est relatif dans la mesure où les régimes de base et complémentaires sont des régimes par répartition. Autrement dit, les cotisations bénéficient à tous. Absolument. D'abord parce qu'elles permettent de maintenir un niveau de réserve suffisant pour qu'il puisse y avoir une gestion, un pilotage du régime suffisant pour un équilibre entre cotisants et retraités. Et puis ensuite, comme je l'ai dit il y a quelques instants, parce qu'on peut désormais acquérir une nouvelle pension de retraite de base. Autrement dit, les droits liquidés, lorsqu'on fait liquider ces droits dans le cadre du cumul, ne sont pas révisés. Par contre, une nouvelle pension en proportion de la durée de cotisation en cumul sera versée au titre du régime de base. À titre d'information, cette seconde pension est proportionnellement d'un montant très inférieur à ce que représente la pension de la carrière, je dirais, de plein exercice. Ensuite, autre précision importante. Vous savez qu'il existe des situations dans lesquelles on peut bénéficier de la liquidation de ses droits à retraite avant l'âge légal. C'est le cas notamment dans les situations dites de carrière longue, dans les cas de certains handicaps ou tout simplement dans les cas de pension anticipée pour incapacité. Même si dans ce dernier cas, le cadre du cumul fait question, car il faut être revenu apte à l'exercice de sa profession, bien évidemment. Dans les autres cas, il faudra attendre l'âge légal pour bénéficier du cumul emploi-retraite. Autrement dit, si je fais liquider ma pension CNBF dans le cadre du cumul, alors que je bénéficie de cette pension de manière anticipée, avant l'âge légal, je ne pourrai pas bénéficier du cumul emploi-retraite, c'est-à-dire reprendre une activité d'avocat tout en percevant ma retraite CNBF avant l'âge légal. Bien sûr que je pourrais reprendre ma profession, si je le souhaite, mais le versement de la pension sera alors suspendu jusqu'à ce que j'atteigne l'âge légal. C'est des précisions, ça concerne un nombre très limité de cas, puisque, en règle générale, les avocats entrent un peu plus tard que la moyenne dans la vie active, y compris la génération qui part à la retraite aujourd'hui, et donc les cas de carrière longue sont somme toute assez limités. Mais c'est des précisions importantes et donc effectivement très claires. Les conditions d'accès, âge légal, durée de cotisation, s'appliquent à toutes les situations. Voilà. Alors, je crois qu'on va passer à un nouveau petit sondage. Est-ce qu'on avait... Voilà. Oui, tout à fait. On a fini cette partie-là avec le deuxième sondage qui arrive devant vos écrans. Le voici. Nouvelle question. Savez-vous que vous êtes indemnisé en cas d'ailleurs à 3 mois, vous êtes en cumul emploi-retraite? Vous savez ou non? La question est très simple. N'hésitez pas à pouvoir vous manifester. Je rappelle encore une fois que tout est anonyme. Je vois les questions qui commencent à arriver dans le chat. Merci pour votre participation. Je ça d'un côté et on va pouvoir les poser à Maître de Biesse et Monsieur Note à la fin de la visioconférence. Donc, merci à vous pour votre implication et votre participation. Alors, là, pour le coup, c'est vraiment unanime. C'est tout le monde. J'ai pas une seule personne. Ah si, ça y est, j'ai une personne qui a répondu oui et sinon, tous les autres ont répondu non. Donc, dans tous les cas, vous allez pouvoir bénéficier pour la personne qui a répondu oui, peut-être d'une mise à jour d'informations, du moins de valider vos connaissances déjà acquises. Et pour toutes les autres personnes, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir pu répondre à ce nouveau sondage. Et on retourne maintenant sur le document de présentation.
Alors, la pension qui peut être liquidée dans le cadre du cumul est soumise à une autre condition, et pas des moindres, qui n'existe pas dans le cumul plafonné. C'est pour ça que je distinguais bien tout à l'heure les deux dispositifs. C'est l'obligation de faire liquider toutes les pensions auxquelles on a droit, avant, ou du moins au plus tard à la date d'effet de sa pension CNBF. Il faut donc, si on a été salarié, faire liquider sa retraite de salarié. Si on a été enseignant titulaire, eh bien faire liquider sa pension également à ce titre. Enfin, il faut que toutes les pensions soient liquidées pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite CNBF. Ça, c'est très important. Alors, en pratique, je dois dire que c'est ce qui souvent fait difficulté dans le suivi des dossiers et les cas que me remontent soit nos délégués CNBF qui sont très attentifs aux situations exprimées par leurs confrères et aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la liquidation de leurs droits et qui me remontent à juste titre eh bien, les problématiques posées ici ou là. Bien souvent, l'avocat n'a pas une connaissance très précise de l'intégralité de la carrière qu'il a suivie, estimant que quelques cours ici ou là ou quelques travaux d'été durant ses études n'ont pas été d'une durée suffisante ou d'une rémunération suffisante pour acquérir des droits. Or, bien souvent, c'est le cas, bien souvent, des droits sont acquis, aussi minimes soient-ils, et il faut absolument faire liquider ces pensions. Alors, en principe, maintenant, l'accès de tout citoyen français au groupement d'intérêt public Info Retraite et à son site, sur lequel on peut activer son espace personnel, permet de visualiser l'intégralité des cotisations versées dans tous les régimes de retraite, en France du moins, afin de vérifier si des droits ont été ou non acquis dans tel ou tel régime. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment faire liquider toutes ces pensions auparavant. La question est sensible, d'autant plus que certains demandeurs négligent de toutes petites périodes qui peuvent leur donner droit à de tout petits droits, par exemple un versement unique et forfaitaire lorsque le montant de la pension est très faible. Mais malgré tout, il faut faire liquider cette pension et justifier auprès de la CNBF le fait d'avoir fait liquider la pension, mais également la date d'effet de cette pension, puisque la date d'effet de la pension CNBF ne pourra pas être antérieure à la date d'effet de la plus récente liquidation des pensions. Ce qui fait qu'il peut arriver que pour une retraite CNBF de 4 000 € par mois, eh bien, on doit différer la date d'effet parce qu'une pension qui représente 10 € par mois n'a pas été liquidée. Vous voyez ? Et là, les textes qui sont d'ordre public eh bien, sont très clairs et effectivement, la règle est vraiment impérative. Il faut absolument faire liquider toutes ces pensions de retraite, des régimes de base comme des régimes complémentaires, parce que effectivement le fait d'avoir donné quelques cours donne aussi droit à quelques points Ircantec, par exemple, quand ça a été dans des établissements publics. Et donc, il faut faire liquider ces droits, quand bien même ne représenterait-il qu'un montant extrêmement symbolique de pension. Alors évidemment, dans certaines professions ou dans certaines situations, il n'est pas possible de faire liquider les droits en question modulo les règles particulières à tel régime ou tel autre. Il faut donc bien anticiper la demande de pension dans le cadre de la retraite progressive. Je pense que entre 4 et 6 mois avant la date prévue n'est pas inutile. Il faut que, en plus, vous ne vous priviez pas d'interroger les services de la CNBF qui vous répondront, bien entendu, ou prendre rendez-vous avec un conseiller. Sur le site de la Caisse, il y a espace avocat et à l'intérieur, prendre un rendez-vous, vous bloquez un créneau, un peu le Doctolib CNBF, et en posant là où les questions que vous souhaitez poser, eh bien, un conseiller aura préparé le rendez-vous téléphonique au préalable. C'est un dispositif qui a pas mal de succès et qui est très apprécié de l'ensemble des avocats qui contactent la CNBF. Est-ce que le conseiller CNBF aura une vision sur d'éventuelles pensions qui n'auraient pas été liquidées
liquider dans le cas où l'avocat ne se souvient pas ou n'a pas en tête ces quelques cours qu'il a donnés très jeune. Alors, en principe, oui, puisqu'il a accès, nous avons accès à la base de données nationale de l'ensemble des régimes de retraite, mais bon, on considère que cette base est à jour, hein, elle n'est pas de notre ressort. En principe, oui, dans 95% des cas, elle est tout de même exhaustive. Mais il faut que l'avocat le vérifie lui-même aussi, et c'est dans ce dialogue qu'effectivement, on arrive à constituer des dossiers qui sont parfaitement ordonnés pour entrer en cumul à la date souhaitée. Alors, évidemment, la condition de faire liquider ses droits à retraite va concerner tous les régimes de retraite de base et complémentaires en France, mais aussi à l'étranger. Hein, c'est ce que précise le texte, qui précise même qu'il peut s'agir des régimes propres aux organisations internationales. Donc, dans ce cas, il faut aussi établir que les retraites ont été liquidées. La seule exception, sauf erreur, consiste à permettre la liquidation dans le cadre du cumul lorsque la pension d'un pays tiers est subordonnée à un âge légal minimum supérieur à celui qui est autorisé en France. Dans ce cas, on liquide la pension CNBF, par contre, on prend date de l'âge en question et nous demanderons à quelque temps avant l'âge prévu par le régime étranger concerné, nous demanderons à l'avocat de justifier de la liquidation de sa pension. C'est le cas par exemple en Allemagne où, sauf erreur, quand on a été salarié, la pension aujourd'hui est liquidée à partir de l'âge de 67 ans. Et bien si on liquide une pension à 64 ans dans le cadre du cumul pour la CNBF, elle sera versée, mais lorsque l'avocat atteindra 67 ans, nous lui demanderons, et évidemment, encore mieux, il pensera à justifier de la liquidation de sa pension allemande, de sorte qu'il puisse continuer de percevoir sa pension dans le cadre du cumul. J'insiste sur cette situation, d'ailleurs, même en m'adressant aux plus jeunes, qui sont éloignés du cumul emploi-retraite, et de la retraite tout court d'ailleurs, en leur disant, à tout moment, vous pouvez vérifier si, en activant votre espace personnel sur le site Info Retraite, vous pouvez vérifier si toutes les périodes d'activité ont bien été prises en compte. Il n'est jamais trop tard pour le vérifier, bien entendu, même si faire une estimation de ses droits à retraite à horizon de 40 ou 50 ans, c'est peut-être un peu hardi, mais je dirais qu'au moins s'intéresser au sujet est toujours important et il n'est jamais trop tôt pour le faire. C'est effectivement un excellent conseil. Et puis, les gens étant de plus en plus mobiles, hein, en Europe notamment, la coordination européenne en matière de retraite est un sujet qui se surajoute au cumul emploi-retraite. Et donc, on a au niveau européen les liquidations successives, hein, qui sont donc le mécanisme que vous venez d'évoquer, qui s'articule avec le cumul emploi-retraite. Concernant les cotisations, comment ça se passe pour les avocats en cumul emploi-retraite? Alors, les cotisations au régime de base complémentaire et invalidité décès sont les mêmes que pour tout avocat en activité. Là, il n'y a pas de règles particulières. Je rappelle que pour le régime de retraite de base, il y a une partie des cotisations qui est forfaitaire, l'autre partie qui est proportionnelle au revenu de l'avocat, au revenu professionnel d'avocat, bien sûr. Pour le régime complémentaire, les cotisations sont exclusivement calculées sur le revenu d'activité, ou du moins l'assiette telle que définie par le Code de la Sécurité sociale. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le Code de la Sécurité sociale rappelle énonce le principe, je dirais, qu'on connaît tous, hein, qui veut que la retraite ne peut être versée si le cotisant n'est pas à jour de ses cotisations et en arrière-plan de ses obligations déclaratives. Donc, effectivement, si les cotisations ne sont pas réglées, après, on attend quand même une, voire deux relances, la pension cesse d'être versée. Donc, c'est absolument indispensable de bien veiller à être à jour de ses cotisations. La pension versée dans le cadre du cumul est versée de la même façon que toutes les retraites que nous versons, cumul ou pas, c'est-à-dire mensuellement, à terme échu.
Et les pensions subissent également les précomptes sociaux que sont CSG, CRDS, CASA, etc., ainsi que la retenue au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Mais vous nous confirmez donc qu'il n'y a aucun plafond de ressources? Voilà, il n'y a pas de plafond de ressources dans le cumul déplafonné dont bénéficient les avocats, absolument. En contrepartie, les conditions sont un peu plus nombreuses, puisque dans le cumul plafonné, il n'est pas demandé dans les autres régimes aux demandeurs de faire liquider toutes ces pensions, tous régimes confondus. Donc, c'est une particularité, mais c'est aussi une souplesse et une garantie de pouvoir exercer sa profession, après tout, autant de temps qu'on le souhaite, tout en bénéficiant de sa retraite. Alors, on a eu tout à l'heure un sondage sur la maladie en cas de cumul emploi-retraite. En termes de prévoyance, pour les avocats, en tout cas pour les IJ, les indemnités journalières, finalement c'est assez simple parce que l'avocat en cumul emploi-retraite va bénéficier exactement des mêmes indemnités journalières que l'avocat en activité. Vous savez qu'on a un système qui articule deux acteurs. Pour les 90 premiers jours, c'est soit la prévoyance des avocats, soit AON qui va servir les IJ. Et à partir du 81e jour, c'est la CNBF. Eh bien, pour ce qui concerne les avocats, on n'a pas de nombre limite d'IJ, c'est le cas des salariés. Vous savez que les salariés vont se voir verser des IJ en cas de cumul emploi-retraite dans une limite de 60 jours. Ce n'est pas le cas des avocats. Un avocat en cumul emploi-retraite, il sera indemnisé au titre des IJ dès le premier jour en cas d'hospitalisation, dès le 9e jour en cas d'accident ou le 31e jour en cas de maladie. Et puis, à partir du 81e jour, c'est la CNBF qui prend le relais, AON ou LPA étant le guichet unique pour l'ensemble des indemnités journalières. En revanche, on a une petite différence avec l'invalidité, puisque vous savez que la CNBF, en termes de prévoyance obligatoire, s'occupe des IJ, de l'invalidité, du capital décès. Pour l'avocat en cumul emploi-retraite, il n'y a pas d'invalidité, puisque le principe de l'invalidité, c'est qu'elle est substituée par la retraite. Donc, il est en retraite, il n'y a pas d'invalidité. Il n'y a pas non plus de capital décès. Donc, voilà ce qu'il en est pour la prévoyance obligatoire, qui peut être, bien entendu, toujours complétée par une prévoyance facultative. Voilà ce qu'on peut en dire à ce niveau. Effectivement, à partir du 91e jour, l'avocat, 91e jour d'arrêt de travail continu, l'avocat retraité actif peut bénéficier, dès lors qu'il est toujours considéré actif, des indemnités journalières pour invalidité temporaire, et ce, durant une période maximum de 3 ans. S'agissant des contrats que les barreaux souscrivent, effectivement, soit par AON, soit par LPA, lorsque l'arrêt de travail atteint 90 jours, eh bien, ils nous transmettent directement les arrêts qui portent sur des périodes postérieures pour qu'on prenne la suite de la liquidation des droits. Je crois qu'eux ont un âge limite, non pas une durée limite de service, mais un âge limite qui doit être de 70 ans, sauf erreur. Là, j'avoue, je n'ai pas trop en tête les derniers contrats souscrits. Pour la CNBF, il n'y a pour l'instant pas d'âge limite. Il pourrait se faire que la législation évolue en ce sens, car c'est vrai que dans certains cas, l'invalidité n'a pas pour vocation à suivre le pensionné sans limitation de durée. Mais enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la situation est bien celle-ci. Le retraité actif peut bénéficier des indemnités journalières pour invalidité temporaire, mais non pas d'une pension d'invalidité qui, bien entendu, ne peut se cumuler avec une retraite. Merci pour ces précisions, effectivement très utiles, et c'est vrai que c'est dans la limite de 3 ans. Il n'y avait pas de limite par rapport aux 60 jours des salariés, mais il y a néanmoins une limite. Alors, on continue par un petit sondage.
Le troisième et dernier sondage du contenu de cette visioconférence, effectivement, le voici à l'écran. Qu'est-ce qui motiverait principalement votre choix de poursuivre une activité après la retraite? Là, vous avez principalement donc une seule possibilité de réponse, même si plusieurs parfois peuvent vous tenter. Raison financière, plaisir de l'exercice professionnel, assurer la transmission de mon cabinet ou bien de mon affaire, accompagner mes clients de longue date ou bien autre chose. Si vous choisissez autre chose, n'hésitez pas à pouvoir nous le préciser dans le chat. Ce sera retranscrit de manière parfaitement anonyme, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à vous positionner sur ce dernier sondage. Merci déjà à vous, Maître de Biesse et Monsieur Note, pour cette visioconférence qui suscite énormément d'intérêt, vous en doutez, et beaucoup de questions qui sont posées au fur et à mesure de votre présentation. On y viendra dans quelques instants sur la dernière partie de cette présentation. Merci à tout le monde de vous mobiliser sur ce dernier sondage. C'est majoritairement, en tout cas pour le moment, la raison financière qui l'emporte sur les autres raisons pour poursuivre une activité après la retraite. Et ensuite, en deuxième position, c'est la transmission du cabinet ou bien de l'affaire qui arrive dans les résultats les plus retenus aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous. Il y a quelques personnes qui ont répondu haute, donc je vous laisse, pourquoi pas, nous écrire dans le chat quelle serait l'autre solution, l'autre motivation pour vous qui vous intéresserait. Ce sera retransmis, comme je le disais, parfaitement anonymement. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Si vous ne le souhaitez pas, bien entendu, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Alors, merci à chacun et chacune d'entre vous de pouvoir vous exprimer. Je n'ai pas de message qui arrive dans le chat pour l'instant pour l'autre. Donc, on va rester sur la raison financière qui est la principale motivation à poursuivre l'activité après la retraite. On va clôturer ce sondage. Merci à vous d'y avoir participé et on retourne une dernière fois sur le document de présentation. À tout à l'heure. Alors, on a bien compris tous les mécanismes du cumul emploi-retraite. Il y a un autre dispositif qui permet cette transition, c'est la retraite progressive. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, d'abord, je me permets de rappeler une règle que je n'ai peut-être pas précisée tout à l'heure sur l'éligibilité au dispositif de cumul emploi-retraite, qui est le fait, pour celui qui n'a pas toute la durée d'assurance requise par le Code de la Sécurité sociale, il peut tout de même avoir accès au dispositif à la condition d'atteindre l'âge qui aujourd'hui est fixé à 67 ans. Voilà. Donc c'est l'une des ouvertures possibles pour celui qui n'a pas cotisé assez longtemps au regard de l'année de naissance telle que définie et de la durée d'assurance tout régime telle que définie par le Code de la Sécurité sociale. Alors la retraite progressive est en fait l'extension à l'ensemble des professionnels libéraux d'un dispositif qui existe déjà depuis un certain nombre d'années au régime général pour les salariés. À vrai dire, il n'a pas été conçu spécifiquement pour les avocats. C'est un dispositif assez complexe qui, à vrai dire, également ne rencontre pas du tout d'intérêt, car il consiste d'abord à établir une diminution de ses revenus, grosso modo, et à bénéficier d'un pourcentage de ses droits à retraite, alors à partir de l'âge de 60 ans, mais à la condition de ne plus avoir de revenus supérieurs à ce que représentaient ces revenus la moyenne des 5 dernières années de revenus avant la liquidation des droits. Donc, on vous a mis là plus en détail les conditions d'accès et les modalités de calcul de la retraite progressive. La retraite progressive, contrairement à la retraite active, permet une liquidation provisoire de la pension qui sera complétée lorsque la personne arrêtera totalement son activité des périodes cotisées entre-temps. Alors, le problème, c'est que si les revenus de référence constatés l'année suivante au titre de l'année de retraite progressive qui s'est écoulée dépassent les limites fixées par le Code de la Sécurité sociale, eh bien l'avocat doit nous rembourser l'intégralité de la pension perçue. Donc, il faut vraiment avoir une idée précise du revenu que l'on va percevoir, ou du moins de sa diminution certaine, pour s'engager dans le dispositif de retraite progressive. Pour l'anecdote, nous n'avons eu, depuis l'entrée en vigueur de la loi en avril 2023, qu'une seule demande,
Et aujourd'hui, avec le recul, nous avons liquidé donc la retraite dans le cadre de la retraite progressive. Nous sommes obligés de demander le remboursement intégral de ce qu'on a versé à l'avocat concerné parce qu'il s'est trouvé que ses revenus se sont révélés supérieurs à la moyenne de ses revenus des 5 années précédentes son entrée dans ce dispositif. Donc, on est très prudent sur la retraite progressive et bon, très sincèrement, il est vrai que si l'on peut continuer à cotiser, je dirais de plein exercice, on va acquérir évidemment des droits que l'on pourra faire liquider pleinement sans considération d'un recalcul postérieur au regard de données relatives à des périodes antérieures. Donc ça reste quand même un dispositif sur lequel nous restons très prudents. En tout cas, pour l'ensemble des professionnels libéraux, à ma connaissance, la retraite progressive ne rencontre pas un grand succès. Et pour cause, enfin, les conditions sont extrêmement restrictives. On comprend que l'avocat plébiscite le cumul emploi-retraite et soit extrêmement prudent, effectivement, face à la retraite progressive. Oui, c'est vrai que l'ensemble des pensions, puisque l'âge des générations qui ont fait liquider leurs droits, l'âge de la pension pouvait être fixé à 62 ans. Eh bien, en réalité, les avocats partent à environ 65, enfin en moyenne 65,4 ans. Donc, on est très largement au-delà de la retraite progressive, d'autant que les générations plus récentes sont rentrées globalement un peu plus tard dans la profession. S'ils n'ont pas d'autres exercices professionnels avant d'être entrés dans la profession, effectivement, la retraite sans abattement ne pourra être prise qu'à partir de 64, 65, voire un peu plus selon les cas. Donc, on comprend que les avocats souhaitent plutôt faire valoir leurs droits alors qu'ils ont fait le plein de ce qui est possible. Mais ça a toujours été le cas. Autrefois, avant le dispositif de retraite à 60 puis 62 ans, lorsque la retraite était fixée à 65 ans pour l'ensemble des professions libérales en France, les avocats partaient en moyenne à 68 ans. Alors, il est vrai que les générations étaient différentes, la profession s'exerçait peut-être différemment, mais en tout état de cause, les avocats ont toujours eu tendance à faire liquider leurs droits à pension postérieurement à l'âge légal. Voilà ce qu'on peut dire sur cette réalité sociologique. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et je crois qu'il y a énormément de questions de la part de l'auditoire. Donc, peut-être laissons la parole à ceux qui souhaitent poser des questions. Je vous passe la main, Rémi. Bien sûr, merci à vous, Maître de Biesse et Monsieur Note pour cette présentation aujourd'hui. On va, pendant que les questions seront posées, vous permettre de répondre à un petit sondage qui va s'afficher maintenant devant votre écran. C'est le tout dernier de cette visioconférence et le sondage de satisfaction de cet événement. Donc, je vais vous le mettre à l'écran. Le voici et on va pouvoir commencer à poser des questions que vous nous avez envoyées dans le chat. Alors, la première, je vais la retrouver. Peut-on faire liquider une deuxième retraite à l'issue du cumul emploi-retraite ? La réponse est oui. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, le fait de bénéficier d'une retraite tout en poursuivant son activité pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2023, puisque c'est la loi du 14 avril 2023 qui a fixé cette date d'effet, eh bien, les trimestres cotisés pourront être comptabilisés pour le bénéfice d'une seconde pension, comme la question est tout à fait bien posée, puisqu'il ne s'agira pas de réviser la pension précédente, mais de verser une seconde pension. Alors le montant, évidemment, sera très nettement inférieur en proportion, mais enfin, tout de même, une seconde pension pourra être versée. Ce mécanisme, il est vraiment essentiel, en fait. On liquide toutes ces pensions pour accéder au cumul emploi-retraite. Ça, je pense qu'il est très utile de le rappeler. Et ensuite, ça n'est pas la première qui s'incrémente, mais une deuxième pension qui est versée de manière séparée de la première. Merci beaucoup. Peut-on profiter du cumul emploi-retraite en ayant atteint l'âge légal, mais pas à taux plein? Alors non, il faut justifier de la durée d'assurance qui détermine le taux plein. Ça, c'est
l'une des conditions d'accès au dispositif de cumul emploi-retraite, effectivement. Ou bien avoir 67 ans. Ou bien avoir atteint l'âge de 67 ans, effectivement. Merci à vous. Existe-t-il un dispositif pour le cumul retraite-avocat à taux plein et une nouvelle activité rémunérée autre que celle d'avocat si on souhaite devenir formateur, restaurateur, gérant de société rémunérée? Est-ce que le régime légal général prévu par le Code de la sécurité sociale est applicable à ce moment-là? Alors, il n'y a pas de restriction pour la CNBF au fait que le retraité CNBF exerce une activité de quelque nature que ce soit. Effectivement, c'est totalement libre et il n'y a pas de restriction ni de conditions particulières. Dès lors que la personne a cessé d'être inscrite au barreau, eh bien, la retraite est versée sans aucune condition. Y compris d'ailleurs avec des cotes, si le taux plein n'est pas atteint, ça n'est pas un sujet. En revanche, ce qu'il faut rappeler, c'est que toujours actuellement, le fait d'avoir fait liquider une ou plusieurs pensions va faire obstacle à ce que la nouvelle activité soit génératrice de nouveaux droits à la retraite. Autrement dit, les cotisations, si toutefois il en existe, correspondant à cette nouvelle activité, ne seront pas génératrices de droits en l'état actuel de la législation. Alors, je sais que c'est un dispositif qui est relativement contesté, mais pour l'instant, le législateur a estimé n'a pas souhaité faire évoluer cette règle. Merci. Oui, une petite anecdote. Historiquement, le cumul emploi-retraite a été institué, comme je l'ai dit, en 2009, alors qu'à l'époque, la profession s'inquiétait un petit peu du fait qu'un certain nombre d'avocats qui faisaient liquider leur retraite CNBF devenaient salariés, non avocats, bien sûr, parce qu'à l'époque, il fallait cesser totalement son activité, de leur ancien cabinet. Et donc, ça chiffonnait un peu une partie de la profession qui a vu arriver le cumul finalement comme une solution, une clarification de situation de fait qui ne leur paraissait pas souhaitable, en tout cas pour leur régime de retraite. Merci beaucoup. Et justement, quelle que soit l'activité que l'on reprenne, que ce soit avocat ou autre chose, est-ce que la condition d'âge pour le cumul s'applique également? Est-ce que c'est toujours la même chose? Comment ça se passe? La condition d'âge s'applique, oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, pour ceux qui ont pu faire liquider leur pension avant l'âge légal parce qu'ils remplissaient un certain nombre de conditions, ils ne pourront pas accéder au dispositif de cumul emploi-retraite tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge légal correspondant à leur année de naissance, effectivement. N'est-il pas possible de renoncer à la liquidation des droits à la retraite dans le privé ou dans la fonction publique? Alors non, effectivement, c'est une question qu'on s'est posée au regard de l'obligation de faire liquider toutes ces pensions, tout régime confondu. Certains, lassés du caractère fastidieux des démarches qu'ils devaient accomplir pour faire liquider auprès de certaines caisses des pensions de 5 € par mois, étaient prêts à renoncer à leurs droits. Or, la loi ne permet pas ce renoncement à des droits qui, somme toute, sont d'ordre public. On peut renoncer à les faire valoir, mais dans ce cas, eh bien, la condition préalable n'est pas remplie. Donc, effectivement, on est condamné à faire liquider toutes ces pensions. Pour accéder au cumul emploi-retraite. Pour accéder au cumul emploi-retraite, bien sûr. Merci beaucoup. Et ça, c'est valable vraiment uniquement pour les avocats ou bien est-ce que ça concerne aussi les professions libérales qui font partie de l'auditoire de ce soir? Alors, ça va concerner toutes les professions libérales qui sont concernées non seulement par le cumul déplafonné, celui que je viens de décrire, qui est le seul qui existe pour la CNBF, mais également pour le cumul plafonné. Pour le cumul plafonné, cette obligation de faire liquider n'existe pas. Pour les médecins, par exemple, pour les pharmaciens, les vétérinaires, ce pourquoi d'ailleurs certains avocats nous font valoir que tel ou tel de leurs connaissances n'a pas eu autant de tracas à accéder au cumul emploi-retraite que par leur caisse de retraite, la CNBF étant bien difficultueuse en imposant l'obligation de faire liquider ses droits. Mais c'est une obligation d'ordre public, effectivement, qui n'existe pas dans tous les régimes. Mais en contrepartie, chez nous, le cumul
est totalement déplafonné. Il n'y a pas de limite, un peu comme il existe pour la retraite progressive, il n'y a pas de limite au bénéfice de la retraite tout en poursuivant son activité. De limite de ressources, de revenus. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que la CNBF disposerait d'un outil tel qu'un simulateur proposant de connaître ses droits à la date envisagée pour liquider ses droits à la retraite? Alors oui, tout à fait. Tout avocat ou ancien avocat peut activer sur le site de la CNBF son espace personnel. Il suffit d'entrer son numéro de sécu, et divers renseignements d'ordre confidentiel, personnel, pour avoir accès à ses données personnelles. Dans ce cadre, il y a un simulateur qui permet d'entrer un certain nombre de paramètres et au vu de sa propre carrière d'avocat à laquelle on a accès de cette façon, on a mis à disposition, sécurisé évidemment, les données nécessaires pour évaluer le montant de la retraite à la date à laquelle on souhaite la prendre. Il y a d'ailleurs, ça se présente sous forme d'une réglette sur laquelle on rentre une date et on peut, en retardant la date ou en l'avançant, on peut voir quelle est la conséquence de ce retard ou de cette anticipation sur le montant de la pension. Oui, le simulateur de retraite est tout à fait librement disponible. Et si toutefois certains ou certaines d'entre vous ont du mal à interpréter les résultats ou souhaitent en savoir un peu plus, je les renvoie effectivement au contact, à la rubrique « Prendre rendez-vous » au Doctolib CNBF qui permettra, en structurant bien sa demande, à ce qu'un conseiller puisse vous renseigner efficacement. Ça fait partie du droit à l'information sur la retraite, qui existe depuis 2003, en tout cas dans ses fondements, et on ne saurait trop conseiller de se préoccuper le plus tôt possible de ses droits à retraite, en tout cas de ses cotisations, vérifier qu'ils produisent bien des droits. Et puis les simulations, il faut savoir les utiliser au bon moment, parce que trop tôt, ça peut être très faux. Donc il faut simuler quand on a une indication suffisamment fiable de ce que va devenir la retraite jusqu'au moment du passage, de ce que va devenir la carrière jusqu'au moment du passage à la retraite. Oui, je dirais que c'est pas faux, c'est simplement le reflet des règles contemporaines. Et quand on s'éloigne de la retraite, évidemment, on peut penser que les évolutions législatives et réglementaires vont impacter. Mais non, l'estimation est juste. La difficulté que nous avons aujourd'hui par rapport au droit à l'information qui est diffusé par le régime général des salariés, c'est que leur dispositif, pour l'instant, n'a pas encore intégré les carrières CNBF. Donc, c'est via le simulateur CNBF sur l'espace personnel qu'on aura une idée de sa pension CNBF, effectivement. Pas encore, on n'est pas encore connecté, ça va venir, bien sûr, mais voilà, chaque régime a son temps avec le dispositif national sur ce plan-là, bien entendu. Merci beaucoup. Quid des conditions de cumul si celui-ci s'exerce en tout ou partie à l'étranger, en restant en étant dans la zone européenne? Oui, il n'y a pas de différence en réalité, puisque le cumul emploi-retraite va pouvoir s'exercer alors que l'on a fait liquider toutes ses pensions à l'étranger. Alors évidemment, sous réserve de la règle particulière que j'ai évoquée tout à l'heure concernant les pays dans lesquels l'âge d'accès à la retraite est plus tardif. L'âge minimum d'accès est plus tardif que celui fixé en France, mais effectivement, l'activité pourra se poursuivre. Ce qui va compter pour la CNBF, en fait, c'est le fait de rester inscrit à un barreau français. Si l'avocat liquide sa retraite CNBF et quitte le barreau, il ne sera plus, à notre sens, en cumul emploi-retraite, même s'il va exercer la profession d'avocat au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne. Il ne sera plus inscrit à un barreau français, donc toutes les conditions et limites d'accès au cumul sont levées, puisque là, on n'est plus dans le cadre du cumul. Comme je le disais au départ, le cadre du cumul, c'est d'une part les avocats qui continuent leur activité tout en faisant liquider leur retraite, et d'autre part les retraités qui reprennent une activité au barreau, se réinscrivent au barreau, et puis continuent leur activité tout en percevant leurs droits. Et concernant la fin de la période de cumul emploi-retraite, comment ça se passe? Comment est-ce qu'elle prend fin?
eh bien, elle prend fin tout simplement par la notification de retrait du tableau, enfin de démission en général, que nous envoient les différents barreaux qui sont tenus de nous informer régulièrement des mouvements d'entrée et de sortie dans la profession. Mais il ne faut pas oublier de demander la liquidation de sa deuxième retraite. Voilà. Alors, en règle générale, on le rappelle évidemment aux pensionnés en question. Merci beaucoup. Concernant la retraite progressive pour un avocat, comment justifier de la baisse d'activité quand on est gérant de sa SELARL? Tout simplement parce que ce qui fait référence, c'est tout revenu provenant de l'exercice de sa profession. Donc, que le revenu soit des rémunérations de gérant, qu'il soit des dividendes, les deux, c'est un revenu qui provient de l'activité d'avocat et par conséquent, il entrera dans l'assiette de calcul, d'ailleurs de l'ensemble des cotisations sociales. Vous savez qu'il y a une importante réforme de l'assiette, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui redéfinit les conditions de calcul de toutes les cotisations sociales, y compris la CNBF, mais la définition des revenus qui entrent dans l'assiette ne varie pas fondamentalement. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous rappeler les droits acquis à l'occasion de la naissance d'un enfant? Alors, à l'occasion de la naissance d'un enfant, il y a d'abord pour la mère un droit d'exonération d'un quart de la cotisation de retraite de base au titre de l'accouchement. Ça, c'est vraiment le droit constaté aujourd'hui. Cette exonération donnera néanmoins lieu à la validation du trimestre exonéré. Autrement dit, c'est une période assimilée à cotisation puisqu'elle sera traitée comme n'importe quelle période cotisée, quand bien même y aura-t-il eu pour l'année en question une exonération d'un quart. Ensuite, la naissance d'un enfant va donner droit pour la mère, dans le cadre légal actuel, à la validation de 4 trimestres d'assurance. Ces trimestres d'assurance sont attribués à la mère au titre de la naissance, puisque je reprends la question telle que précisément posée. Donc, cependant, ce n'est pas forcément, et c'est même assez rarement la CNBF qui tient compte de ces droits, puisque le régime prioritaire pour les valider, pour les prendre en charge en quelque sorte, c'est le régime général dès lors qu'on a cotisé même un tout petit peu durant sa carrière. Et donc, c'est le cas de plus de 95% des dossiers que l'on liquide aujourd'hui. Est-ce qu'on peut préciser, même si la question portait sur la naissance, qu'il y a aussi des trimestres au titre de l'éducation? Oui, 4 trimestres supplémentaires sont attribués à la mère ou au père, selon les cas. Alors aujourd'hui, il y a 2 trimestres automatiquement à la mère, puis 2 au père, au titre de l'éducation de l'enfant. Simplement, les parents peuvent se répartir les trimestres s'ils expriment ce choix au plus tard dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de l'enfant auprès de leur caisse de retraite respective. Merci beaucoup. Est-il possible de savoir, de manière assez simplifiée, quand est-ce qu'il est préférable de continuer en plein exercice plutôt que de tenter le cumul emploi-retraite? Je dirais que là, vraiment, la question doit être résolue chiffre en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je continue de cotiser, j'ai des revenus d'avocat, je vais considérer qu'ils vont rester identiques ou qu'ils vont diminuer ou qu'ils vont augmenter. Et donc, je vais faire liquider ma pension. Et je vais voir, en fait, à long terme, car il faut être optimiste et considérer qu'on va percevoir sa pension pour la durée moyenne durant laquelle elle est servie aujourd'hui, eh bien, je vais comparer finalement ce qui est préférable. Il est vrai, c'est important, rappelez-vous, le cumul emploi-retraite va permettre d'acquérir de nouveaux droits faibles, mais de nouveaux droits quand même au titre du régime de base, mais pas au titre du régime complémentaire. Et donc c'est là que va se faire la différence. Et le régime complémentaire, souvenez-vous de sa logique, le régime de base, c'est un régime où il y a des cotisations forfaitaires et proportionnelles, avec une prestation forfaitaire. Autrement dit, c'est un régime de solidarité. Ce qui détermine le droit, c'est la durée, alors que pour le régime complémentaire, ce qui détermine le droit, c'est le montant des revenus. Plus les revenus sont importants, plus évidemment, je vais avoir intérêt peut-être à rester en cotisant quelques années de plus
pour que les points que le régime complémentaire se traduit en points, des points soient ajoutés et viennent augmenter le montant de ma pension. Mais là, je dirais que c'est vraiment chiffre en main, avec le simulateur, qu'il faut regarder la différence. Oui, on ne peut pas donner comme ça une idée générale. Une évaluation au cas par cas, mais dont je trouve que vous avez très bien précisé les principes. Hein, ça permet de se faire une idée de son cas personnel. Merci beaucoup. On va terminer avec une dernière question. Les années de revenus déficitaires sont-elles comptées au titre des années de cotisation? Alors, oui, je rappelle les deux principes des deux régimes de retraite obligatoires. Alors, je dirais oui et non. Pour le régime de base, oui, puisqu'il suffit que la cotisation forfaitaire soit réglée pour que l'année soit validée, les 4 trimestres. Et donc, dès lors qu'elle est payée pour l'année entière, bien sûr, et donc que le revenu soit déficitaire ou pas, on va acquérir les mêmes droits que celui dont le revenu aura été important et aura donné lieu à une partie des cotisations proportionnelles. Pour le régime complémentaire, non, puisque là, les droits sont totalement contributifs, c'est-à-dire j'ai un revenu, je verse des cotisations, j'acquiers des points. J'ai pas de revenu, je ne paie pas de cotisations et donc je n'acquiers pas de points. Merci beaucoup à vous pour ces réponses et pour votre intervention, maître de Biesse, monsieur Notte. Je vais rappeler deux faits à la fin de cette visioconférence. Le premier, c'est qu'il y a la course des 10 000 mètres qui aura lieu ce dimanche 5 octobre à partir de 10h30. N'hésitez pas à pouvoir y participer. C'est la 18e édition avec les avocats du barreau de Bordeaux. Donc, n'hésitez pas à pouvoir vous y inscrire si vous le souhaitez. Vous pouvez également scanner le QR code qui est affiché sur cette page avec toutes les webconférences sur la protection sociale des avocats qui sont disponibles sur le site de la MMJ, mmj.fr. N'hésitez pas à pouvoir scanner ce QR code, soit maintenant si vous le souhaitez. De toute manière, vous pourrez récupérer, comme j'expliquais tantôt, le document de présentation qui vous a été montré aujourd'hui au cours de cette visioconférence. Dans tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre attention au cours de ce rendez-vous aujourd'hui. Surtout, merci à vous, monsieur Notte et maître de Biesse, d'avoir été nos invités au cours de cette visioconférence aujourd'hui. 3 mois de replay sont disponibles sur notre site www.apivisio.com, donc n'hésitez pas à pouvoir revisionner cet échange qui a eu lieu aujourd'hui en direct. Merci à vous, encore une fois, je vous souhaite une excellente fin de journée, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.